Réfléchissez-y. Combien de millions avez-vous gagné ces dernières années et quelle part de cette somme est en train de travailler pour vous en ce moment même pour vous rapporter des revenus passifs? Il est triste de réaliser que toutes vos heures supplémentaires, votre stress et votre temps partent simplement en fumée à cause de l'inflation, pendant que vous gardez le reste de votre argent sous votre oreiller ou que vous le dépensez sans réfléchir. Alors que la foule continue de croire au mythe selon lequel l'investissement est réservé aux millionnaires et aux traders professionnels, quelques rares personnes adoptent des habitudes qui leur rapportent des dividendes à chaque instant. Dans ce livre audio, vous découvrirez comment lancer le processus de croissance automatique de vos revenus et vous bâtir un capital qui vous protégera, vous et votre famille. Écoutez bien jusqu'au bout pour découvrir tous les détails. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles livres audio. Et maintenant, nous commençons. Partie 7. Augmentation des revenus. Hack 186. Dressez la liste complète de vos compétences, y compris celles qui vous semblent évidentes. Prenez une feuille et notez absolument tout ce que vous savez faire, sans filtre et sans hiérarchie initiale. Compétences professionnelles formelles, savoir-faire acquis par l'expérience, langue parlée, outils maîtrisés, domaines où vous êtes régulièrement sollicité par votre entourage, activités dans lesquelles vous êtes meilleur que la moyenne des gens autour de vous. Le piège principal de cet exercice est l'autocensure liée à la familiarité. Ce qui vous semble évident ou ordinaire parce que vous le faites facilement peut être précieux et rare pour quelqu'un d'autre. La compétence que vous avez développée sur 10 ans de pratique quotidienne ne vous semble plus extraordinaire précisément parce qu'elle est devenue naturelle. Elle n'en est pas moins réelle et potentiellement monnayable. Demandez à 3 personnes de confiance ce qu'elles feraient appel à vous pour faire ou résoudre. Leurs réponses révèlent souvent des compétences que vous n'aviez pas listées spontanément parce que vous ne les perceviez pas comme des compétences. Cette liste complète est votre inventaire de ressources. Elle ne vous dit pas encore comment les monétiser. Mais elle vous empêche de croire, à tort, que vous n'avez pas grand-chose à offrir. La plupart des gens qui pensent manquer de compétences monnayables n'ont simplement jamais fait cet inventaire sérieusement. Hack 187. Identifiez 3 personnes de votre domaine qui gagnent davantage et observez ce qu'elles font différemment. Choisissez 3 personnes dans votre secteur ou votre domaine d'activité dont vous savez ou estimez que les revenus sont significativement supérieurs aux vôtres. Observez et analysez concrètement ce qui distingue leur positionnement, leur façon de travailler, leur visibilité ou leurs offres des vôtres. Cette observation n'est pas une invitation à la comparaison douloureuse. C'est une démarche d'analyse concurrentielle appliquée à votre propre trajectoire professionnelle. Les personnes qui gagnent davantage dans votre domaine ne sont pas nécessairement plus compétentes techniquement. Elles ont souvent un positionnement plus clair, une communication plus efficace de leurs valeurs, une spécialisation plus marquée ou des canaux d'acquisition différents. Cherchez des réponses concrètes. Comment se présentent-elles? Quelle offre proposent-elles? Comment communiquent-elles sur leur expertise? Dans quel contexte sont-elles visibles? Quels clients ou employeurs attirent-elles? Ces informations sont souvent accessibles publiquement sur leur profil professionnel, leur site ou leurs interventions dans des communautés de votre secteur. L'objectif n'est pas de les imiter, mais d'identifier des comportements et des positionnements transférables à votre propre situation. Une différence identifiée et une opportunité d'ajustement potentiel. Hack 188. Vérifiez la valeur marchande actuelle de votre profil sur le marché de l'emploi. Passez 1 heure sur les sites d'offres d'emploi et les plateformes professionnelles pour rechercher des postes correspondant à votre profil actuel, avec votre niveau d'expérience et vos compétences, dans votre zone géographique ou en télétravail. Notez les fourchettes de rémunération proposées. Cette recherche vous donne une information que votre employeur actuel n'a aucun intérêt à vous communiquer spontanément, ce que le marché paierait aujourd'hui pour votre profil. Cette information peut être confortable ou inconfortable, mais elle est toujours utile. Si le marché paie davantage que votre rémunération actuelle pour un profil comparable, vous êtes sous-rémunéré et cette donnée est votre argument le plus solide pour initier une négociation. Si votre rémunération est dans la norme du marché,
vous savez que votre développement de revenus passera davantage par l'amélioration de votre profil que par une simple négociation. Répétez cet exercice une fois par an. Le marché évolue, les compétences se valorisent différemment et ce qui était dans la norme il y a 2 ans peut ne plus l'être aujourd'hui. Une connaissance régulière du marché vous permet de ne jamais être pris par surprise lors d'une négociation salariale. Hack 189. Demandez explicitement à votre responsable ce qui est nécessaire pour augmenter votre rémunération. Planifiez un entretien avec votre responsable direct et posez-lui directement la question : que dois-je accomplir, développer ou démontrer pour que ma rémunération évolue ? Notez les réponses précises et utilisez-les comme feuille de route. Cette démarche directe produit plusieurs effets simultanés. Elle signale votre ambition et votre intention de rester dans l'organisation en progressant, ce qui est généralement bien perçu par les managers. Elle vous donne des critères clairs sur lesquels travailler, éliminant les suppositions sur ce qui est valorisé. Et elle crée un engagement implicite de votre responsable sur les conditions d'une évolution salariale future. Beaucoup de personnes attendent passivement que leur travail soit remarqué et récompensé. Cette attente est souvent déçue, non pas par mauvaise volonté de l'employeur, mais parce que les évolutions salariales dans la plupart des organisations vont vers ceux qui les demandent avec préparation, pas vers ceux qui espèrent qu'on les leur proposera spontanément. Si les réponses obtenues sont vagues ou peu engageantes, c'est aussi une information utile sur les perspectives réelles dans cette organisation et sur la pertinence de chercher des opportunités ailleurs. Hack 190. N'attendez pas l'entretien annuel pour négocier. Prenez l'initiative quand les résultats parlent. Identifiez un moment dans les prochaines semaines où vous avez un résultat concret et mesurable à présenter, un projet réussi, un objectif dépassé, une contribution visible, et initiez vous-même une conversation sur votre rémunération à ce moment précis. L'entretien annuel est le moment le plus défavorable pour négocier une augmentation, précisément parce que tout le monde le fait simultanément et que les budgets sont souvent déjà alloués. Négocier dans la foulée d'un résultat remarquable, en dehors des cycles habituels, place la conversation dans un contexte où votre valeur ajoutée est fraîche dans l'esprit de votre interlocuteur. La structure d'une telle conversation est simple. Voici ce que j'ai accompli et la valeur que cela a créée pour l'organisation. Voici comment ma rémunération se situe par rapport au marché. Voici ce que je demande. Cette séquence place la conversation sur un terrain factuel et économique plutôt qu'émotionnel. Préparez cette conversation avec des chiffres précis, impact de vos contributions, données de marché sur votre profil, montant ou pourcentage que vous demandez. Une demande vague produit une réponse vague. Une demande chiffrée et argumentée produit une réponse concrète. Hack 191. Choisissez une compétence bien rémunérée dans votre secteur et planifiez son acquisition. Parmi les compétences à forte valeur marchande dans votre domaine professionnel, identifiez-en une que vous ne maîtrisez pas encore et dont l'acquisition en 3 mois est réaliste avec un investissement raisonnable en temps. Trouvez la ressource d'apprentissage la plus adaptée et bloquez du temps chaque semaine. Toutes les compétences ne se valorisent pas de la même façon sur un marché professionnel. Certaines sont répandues et peu différenciantes. D'autres sont rares, fortement demandées et commandent une prime de rémunération significative. Identifiez dans cette seconde catégorie une compétence accessible et complémentaire à votre profil existant et un investissement à fort rendement potentiel. Les offres d'emploi dans votre secteur sont la meilleure source pour identifier ces compétences. Les mots-clés qui reviennent le plus souvent dans les annonces, les mieux rémunérés, vous indiquent directement ce que le marché cherche et paie. 3 mois représentent environ 70 à 80 heures d'apprentissage à raison d'1 heure par jour en semaine. C'est suffisant pour atteindre un niveau opérationnel dans de nombreuses compétences techniques ou conceptuelles. L'important est de commencer avec un objectif d'apprentissage précis et une ressource identifiée, pas de chercher encore pendant 3 mois la façon idéale d'apprendre. Hack 192. Identifiez une tâche que vous faites bien et que d'autres paient pour déléguer. Cherchez dans votre liste de compétences une tâche précise que vous exécutez bien et régulièrement et pour laquelle il existe une demande externe documentée. Des personnes ou des organisations qui paient pour la confier à quelqu'un d'autre.
C'est votre point d'entrée potentiel dans une activité indépendante. La spécificité de la tâche est essentielle. Une compétence générale comme la communication ou l'organisation est difficile à proposer comme service. Une tâche précise comme la création de contenu pour les réseaux sociaux d'une petite entreprise, la tenue de la comptabilité pour des indépendants, la correction de textes professionnels ou la création de présentations est immédiatement actionnable. Vérifiez la demande avant d'investir du temps dans le développement d'une offre. Cherchez des annonces de recrutement ou des demandes sur des plateformes de freelance dans cette catégorie précise. Si des personnes paient pour cela, le marché existe. Le premier client est toujours le plus difficile à obtenir. Il peut venir de votre réseau existant, d'une plateforme de mise en relation ou d'une approche directe d'entreprise qui pourrait avoir ce besoin. Commencer à petite échelle vous donne des données réelles sur la viabilité de cette activité sans risque significatif. Hack 193. Proposez proactivement un projet supplémentaire à votre employeur actuel. Sans attendre qu'une mission vous soit attribuée, identifiez un problème non résolu ou une opportunité non exploitée dans votre organisation et proposez à votre responsable de prendre en charge sa résolution. Présentez une idée courte et concrète avec le résultat attendu. Cette initiative proactive est l'un des signaux les plus efficaces pour se distinguer dans une organisation. La grande majorité des employés font ce qu'on leur demande. Une minorité identifie des besoins supplémentaires et propose de les adresser. Cette différence de posture est systématiquement remarquée et valorisée dans les décisions de promotion et d'augmentation. Le projet proposé ne doit pas être hors de portée. Il doit être réaliste, utile et dans une zone adjacente à vos responsabilités actuelles. Proposer quelque chose que vous pouvez réellement livrer est plus précieux qu'une idée ambitieuse difficile à exécuter. Même si votre proposition est refusée ou modifiée, la démarche elle-même envoie un signal sur votre engagement qui dépasse les frontières de votre fiche de poste. Et si elle est acceptée, vous avez une contribution supplémentaire visible et mesurable qui renforce votre dossier pour une prochaine négociation salariale. Hack 194. Testez la monétisation de votre loisir à petite échelle pendant 2 mois. Choisissez une activité que vous pratiquez par plaisir et explorez comment elle pourrait générer un revenu modeste pendant 2 mois, sans engagement de le transformer en activité principale. Fixez un objectif limité. 2 ou 3 clients, un certain nombre de ventes, un revenu symbolique. L'objectif de ce test n'est pas financier mais informationnel. Il vous dit si vous aimez cette activité quand elle comporte une dimension commerciale et des attentes externes, si vous avez la capacité de trouver des clients dans ce domaine, et si le marché valorise ce que vous proposez à un niveau qui justifie l'effort. Certaines personnes découvrent que la monétisation enrichit leur rapport à leur loisir en lui ajoutant une structure et une reconnaissance. D'autres découvrent que, dès qu'une attente externe s'attache à l'activité, le plaisir qui en faisait la valeur disparaît. Ces 2 découvertes sont également précieuses. 2 mois est suffisant pour obtenir des données réelles sans vous engager durablement dans quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Si l'expérience est positive, vous développez progressivement. Si elle révèle que la monétisation ne convient pas à cette activité, vous revenez à votre loisir intact, enrichi d'une connaissance de vous-même. Hack 195. Calculez le retour sur investissement de chaque formation avant de vous inscrire. Avant de payer pour toute formation ou certification, faites ce calcul simple. Combien cette formation peut-elle augmenter votre revenu annuel et en combien de mois ce gain supplémentaire couvre-t-il le coût de la formation? Ce délai de récupération est votre indicateur de rentabilité. Une formation à 1 000 € qui augmente votre revenu mensuel de 200 € a un délai de récupération de 5 mois. La même formation qui augmente votre revenu de 50 € par mois prend 20 mois. Ces 2 situations méritent des décisions différentes. Pour estimer l'impact sur le revenu, cherchez des témoignages concrets de personnes qui ont suivi cette formation et regardez comment leur rémunération a évolué. Les promesses des organismes de formation sont des arguments commerciaux. Les retours concrets d'anciens participants dans une situation proche de la vôtre valent plus que les promesses d'un organisme de formation. Vérifiez aussi si votre employeur peut financer tout
ou partie de la formation, notamment via les dispositifs de formation professionnelle disponibles en France, comme le CPF. Une formation financée par un tiers a un délai de récupération immédiat puisque votre investissement personnel est nul ou minimal. Hack 196. Vendez ce qui traîne chez vous. C'est de l'argent immobilisé qui attend d'être libéré. Faites un tour de votre logement et identifiez les objets que vous n'avez pas utilisés depuis plus de 6 mois et qui ont une valeur marchande réelle. Électronique, vêtements, livres, équipements sportifs, meubles, appareils de cuisine. Publiez les annonces cette semaine. La plupart des foyers contiennent plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros d'objets inutilisés dont la valeur se déprécie silencieusement. Ces objets ne vous coûtent rien de visible chaque mois, ce qui les rend faciles à ignorer. Mais leur valeur diminue chaque mois qu'ils passent dans un placard et l'argent qu'ils représentent pourrait être utile maintenant. La principale résistance à la vente est émotionnelle, l'objet a peut-être une histoire, représente une intention passée ou semble pouvoir servir un jour. Ces résistances sont réelles mais souvent surestimées. La plupart des objets qu'on se promet d'utiliser un jour ne sont jamais réutilisés. Une approche pratique. Décidez que tout objet non utilisé depuis un an sera vendu ou donné dans les 30 jours. L'urgence artificielle de cette règle personnelle surmonte l'inertie de la procrastination. Hack 197. Trouvez une activité complémentaire compatible avec votre emploi principal. Identifiez une activité génératrice de revenus que vous pouvez exercer en dehors de vos heures de travail principales, sans créer de conflit d'intérêts avec votre employeur et sans compromettre votre santé ou votre qualité de vie. Cherchez quelque chose que vous pouvez faire à votre rythme, sans contrainte horaire rigide. Les critères de compatibilité avec votre emploi principal sont non négociables. Vérifiez votre contrat de travail pour les clauses d'exclusivité éventuelles. Assurez-vous que l'activité n'entre pas en concurrence directe avec votre employeur et évaluez honnêtement si vous avez l'énergie disponible sans que cela affecte votre performance principale. Les activités complémentaires les plus durables sont celles qui s'exercent à un rythme que vous contrôlez. Travail ponctuel pour des clients qui acceptent vos délais, création de contenu ou de produits numériques à votre propre tempo, services proposés uniquement en soirée ou le week-end selon votre disponibilité réelle. L'objectif initial n'est pas de maximiser le revenu complémentaire, mais de tester sa viabilité et sa compatibilité avec votre vie. Un revenu modeste mais régulier et soutenable vaut davantage qu'un revenu élevé mais épuisant et provisoire. Hack 198. Développez votre réseau professionnel avec un nouveau contact par semaine. Engagez-vous à créer ou à réactiver un contact professionnel chaque semaine. Pas nécessairement une réunion formelle, un message sincère à quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, un commentaire substantiel sur le travail de quelqu'un dans votre domaine, une mise en relation entre deux personnes de votre réseau qui gagneraient à se connaître. La majorité des opportunités professionnelles et commerciales n'arrivent pas par des candidatures ou des appels d'offres formels. Elles arrivent par des recommandations, des conversations informelles, des mentions dans des discussions où quelqu'un de votre réseau pense à vous parce que vous êtes resté visible et actif dans sa vie professionnelle. Un contact par semaine représente 52 nouvelles connexions ou relations réactivées par an. Ce n'est pas un volume impressionnant. C'est un investissement régulier et soutenable qui, sur plusieurs années, construit un réseau significatif sans jamais générer la sensation désagréable du networking intensif et calculé. La qualité prime sur la quantité. Un message authentique et spécifique à une personne produit une relation plus solide que 10 messages génériques envoyés en masse. L'authenticité du contact est ce qui détermine si la relation survivra au-delà de l'échange initial. Hack 199. Demandez une recommandation à vos clients ou collaborateurs satisfaits. Développez l'habitude de demander systématiquement une recommandation écrite ou une mise en relation à chaque client, employeur ou collaborateur qui vous exprime une satisfaction concrète sur votre travail. Faites-le dans les jours qui suivent l'expression de cette satisfaction, quand elle est encore fraîche. La plupart des personnes satisfaites ne pensent pas spontanément à laisser une recommandation. Elles le font volontiers quand on le leur demande directement,
avec une formulation simple et sans pression, cette collaboration s'est très bien passée. Est-ce que vous seriez prêt à écrire quelques lignes sur mon profil LinkedIn ou à me recommander à des personnes de votre entourage qui pourraient avoir des besoins similaires? Les recommandations ont une valeur commerciale directe et mesurable. Elles réduisent la résistance des prospects qui ne vous connaissent pas encore en substituant la crédibilité d'un tiers à votre propre présentation. Dans beaucoup de secteurs, une recommandation chaleureuse d'un client existant vaut davantage que toute la communication que vous pourriez produire vous-même. Construire progressivement un capital de recommandation de qualité et un investissement dont les dividendes se versent sur des années. Hack 200. Repérez les domaines adjacents où vos compétences valent davantage. Examinez vos compétences principales et cherchez des secteurs ou des marchés adjacents où ces mêmes compétences commandent une rémunération supérieure à celle de votre marché actuel. Un même savoir-faire peut valoir 2 à 3 fois plus selon le secteur client ou la taille des entreprises auxquelles il s'adresse. Un rédacteur qui travaille pour des associations culturelles peut doubler sa rémunération en adressant des clients dans les secteurs financiers ou technologiques. Un développeur qui travaille pour des startups peut valoriser ses compétences différemment auprès de grandes entreprises ou dans des secteurs à forte réglementation. Un formateur qui intervient en entreprise peut valoriser son expertise différemment sur le marché des particuliers ou inversement. Cette recherche de marché adjacente ne nécessite pas d'acquérir de nouvelles compétences. Elle nécessite de repositionner des compétences existantes vers des acheteurs qui les valorisent davantage. C'est une des façons les plus directes d'augmenter son revenu sans investissement supplémentaire en formation. Identifiez 2 ou 3 marchés adjacents potentiels et prenez contact avec des professionnels qui y travaillent pour comprendre leurs besoins et la façon dont vos compétences pourraient y répondre. Hack 201. Formalisez une offre de consultation sur votre expertise principale. Définissez une offre de consultation précise. Un sujet sur lequel vous avez une expertise réelle, un format clair comme une session d'1 heure par visioconférence et un tarif. Proposez cette offre à une première personne de votre réseau qui pourrait en bénéficier gratuitement ou à tarif réduit pour le premier essai. Passer de professionnel salarié ou prestataire à consultant sur son expertise demande de franchir une barrière psychologique plus que technique. La plupart des personnes qui hésitent ne manquent pas d'expertise. Elles manquent de la conviction que cette expertise mérite d'être achetée sous forme de consultation. Le premier client, même à tarif symbolique, brise cette barrière. Il confirme que votre expertise a une valeur perçue par quelqu'un d'autre, que vous pouvez la transmettre de façon utile dans un format structuré et que la relation de consultation est confortable pour vous. À partir de cette première expérience, vous pouvez affiner l'offre, ajuster le tarif et développer progressivement une activité de conseil complémentaire. Mais cette première expérience doit avoir lieu concrètement, pas seulement dans votre planification. Hack 202. Explorez les revenus locatifs tirés de ce que vous possédez déjà. Faites l'inventaire de ce que vous possédez et qui pourrait générer un revenu locatif, logement ou chambre disponible ponctuellement, véhicule personnel peu utilisé, place de parking dans une zone tendue, équipement professionnel ou de loisirs rarement sortis. Évaluez la faisabilité pratique et réglementaire de chaque option. Ces revenus locatifs ont une caractéristique précieuse. Une fois l'organisation initiale en place, ils nécessitent peu d'efforts actifs continus. Une place de parking louée génère un revenu mensuel récurrent pour une annonce publiée une seule fois. Une chambre louée occasionnellement via une plateforme dédiée génère des revenus ponctuels avec un effort d'organisation limité. Vérifiez les aspects réglementaires et fiscaux applicables dans votre situation avant de vous lancer. Déclaration des revenus locatifs, éventuelle autorisation de copropriété, conditions d'assurance. Ces vérifications sont nécessaires mais généralement simples à effectuer pour des locations ponctuelles ou à petite échelle. L'objectif n'est pas de devenir propriétaire bailleur professionnel, mais d'activer des ressources dormantes que vous possédez déjà et qui génèrent 0 revenu dans leur état actuel. Hack 203. Ne prenez jamais la première offre de rémunération sans avoir négocié. Établissez cette règle personnelle absolue. Vous ne acceptez jamais une première offre de salaire ou de tarif sans avoir au moins tenté une négociation.
Dans la grande majorité des situations professionnelles, la première offre n'est pas la meilleure offre possible. Elle est une proposition de départ qui intègre une marge de négociation. Les employeurs et les clients anticipent généralement une contre-proposition. Une première offre acceptée immédiatement sans discussion est souvent interprétée comme de la satisfaction totale, voire comme le signal que l'offre était peut-être trop généreuse. Une négociation polie et argumentée est dans la norme des échanges professionnels. La formulation de la contre-proposition peut être simple: j'apprécierais votre offre et je serai prêt à m'engager pour un montant de X en m'appuyant sur les données de marché et sur la valeur que je pense pouvoir apporter. Cette formulation est directe, non conflictuelle, et laisse à l'interlocuteur la latitude de répondre positivement ou de justifier ses contraintes. Le pire résultat est un maintien de l'offre initiale, ce qui vous laisse exactement là où vous étiez. Le meilleur est une amélioration qui se répercutera sur toute la durée du contrat ou de l'emploi. Hack 204. Tenez un registre de vos réalisations professionnelles avec chiffres et résultats. Créez un document personnel mis à jour mensuellement dans lequel vous notez vos contributions et résultats professionnels concrets. Projets livrés, objectifs dépassés, problèmes résolus, économies générées, revenus produits, améliorations apportées. Avec des chiffres chaque fois que possible. Ce registre est votre matière première pour toutes vos futures négociations de rémunération. La plupart des personnes sont incapables de citer précisément leurs réalisations des 18 derniers mois quand elles en ont besoin. Elles savent vaguement qu'elles ont bien travaillé, mais ne peuvent pas le prouver avec des faits et des chiffres. Cette imprécision affaiblit considérablement leur position de négociation. Les réalisations notées dans les jours qui suivent leur accomplissement sont précises et riches en détails contextuels. Celles reconstituées 6 mois plus tard sont approximatives et moins convaincantes. La régularité de la documentation fait toute la différence entre un dossier solide et un dossier flou. Ce registre est aussi un outil de confiance en soi. Le relire avant une négociation rappelle concrètement la valeur que vous avez créée et légitime la demande que vous allez formuler. Hack 205. Augmentez progressivement votre tarif en commençant par les nouveaux clients. Si vous travaillez en indépendant ou en freelance, augmentez votre tarif de 10 à 15% pour les nouveaux clients en premier, sans modifier les conditions de vos clients existants dans l'immédiat. Observez comment le marché réagit à ce nouveau tarif pendant 3 mois. Cette approche progressive vous permet de tester l'élasticité du marché à votre tarif sans risquer vos relations commerciales existantes. Si les nouveaux clients acceptent le tarif révisé sans difficulté significative, c'est une preuve que votre tarif précédent était en dessous du marché et qu'une hausse générale est justifiée. La résistance psychologique à l'augmentation des tarifs est souvent plus forte que la résistance réelle du marché. Beaucoup de prestataires indépendants maintiennent des tarifs inférieurs au marché par peur de perdre des clients, alors que leurs clients actuels auraient accepté une hausse raisonnable et que le marché aurait absorbé le nouveau tarif sans difficulté. Augmenter ces tarifs régulièrement, même modestement, est une nécessité économique pour compenser l'inflation et refléter le développement continu de votre expérience et de vos compétences. Un tarif maintenu identique pendant plusieurs années signifie une baisse de rémunération réelle. Hack 206. Identifiez les tâches délégables dans votre travail pour libérer du temps pour les activités à plus forte valeur. Cartographiez vos activités professionnelles et hebdomadaires selon leur valeur ajoutée réelle, tâches que vous seul pouvez faire efficacement, tâches que d'autres pourraient faire aussi bien, et tâches répétitives ou administratives qui consomment du temps sans créer de valeur distinctive. Pour les 2 dernières catégories, cherchez des façons de déléguer, d'automatiser ou d'éliminer. Le temps ainsi libéré peut être réorienté vers des activités à plus forte valeur ajoutée, développement de nouvelles compétences, acquisition de clients, projets à fort impact ou simplement une meilleure qualité de travail sur les tâches essentielles. Ce raisonnement s'applique autant aux salariés qu'aux indépendants. Un salarié qui identifie et élimine les tâches à faible valeur de son agenda peut consacrer davantage de temps aux contributions visibles qui influencent les décisions de promotion.
Un indépendant qui délègue les tâches administratives peut consacrer ce temps à la production facturée ou à l'acquisition de nouveaux clients. La question n'est pas de travailler moins, mais de travailler sur ce qui crée le plus de valeur dans votre situation spécifique. Hack 207. Explorez les opportunités de développement interne avant de chercher ailleurs. Avant de chercher une augmentation de revenus en changeant d'employeur ou en développant une activité externe, examinez sérieusement les opportunités disponibles au sein de votre organisation actuelle. Projets transversaux, postes ouverts dans des départements adjacents, nouvelles fonctions en création, programmes de développement interne. La mobilité interne est souvent sous-estimée comme levier de développement professionnel et financier. Elle présente plusieurs avantages par rapport à un changement externe. Vous connaissez l'organisation, ses codes et ses personnes clés, ce qui réduit le risque d'inadéquation. Votre historique de contribution interne est visible et valorisable. Et la négociation d'une évolution interne s'appuie sur une relation existante plutôt que sur une négociation avec un inconnu. Cartographiez les postes et projets internes qui vous intéressent et entrez en contact avec les responsables concernés de façon informelle avant qu'un poste soit officiellement ouvert. Les opportunités internes se saisissent souvent avant d'être formalisées. Si après un examen honnête, les perspectives internes sont réellement limitées, vous aurez au moins cette certitude pour orienter vos efforts de développement vers l'extérieur. Hack 208. Créez un portfolio de vos travaux et résultats dans un format consultable. Rassemblez vos meilleures réalisations professionnelles dans un format que vous pouvez partager facilement. Un document structuré, une page web simple, un profil enrichi sur une plateforme professionnelle. Incluez des exemples concrets, des résultats mesurables et des témoignages si vous en avez. Un portfolio existe pour une raison simple. Il démontre ce que vous affirmez plutôt que de simplement l'affirmer. Dans de nombreux domaines professionnels, la capacité à montrer du travail réel est plus convaincante qu'un CV ou une description de compétences. Elle réduit l'incertitude de l'employeur ou du client potentiel sur ce qu'il peut attendre de vous. Même si personne ne vous a demandé de portfolio, le constituer maintenant vous prépare à toute opportunité future. Les opportunités professionnelles les plus intéressantes se présentent souvent sans préavis. Avoir un portfolio prêt vous permet d'y répondre immédiatement plutôt que de perdre plusieurs jours à rassembler des éléments en urgence. Mettez à jour ce portfolio après chaque projet ou réalisation significative. Un portfolio récent et actif témoigne d'une activité professionnelle continue et d'une attention à votre propre développement. Hack 209. Identifiez vos heures de pic de productivité et protégez-les pour vos tâches à plus fort impact. Observez pendant une semaine à quel moment de la journée vous travaillez avec le plus d'efficacité, de clarté et de concentration. Puis, réorganisez votre emploi du temps pour concentrer vos tâches les plus importantes et les plus créatrices de valeur sur ces créneaux en les protégeant des réunions, des distractions et des tâches administratives. La productivité n'est pas uniformément distribuée dans le temps. La plupart des personnes ont 2 à 3 heures par jour pendant lesquelles leur capacité de concentration et de pensée complexe est significativement supérieure au reste de la journée. Travailler pendant ces heures sur des tâches à faible valeur ajoutée est un gaspillage de ressources cognitives précieuses. Cette optimisation temporelle n'augmente pas directement votre revenu. Elle augmente la qualité et l'impact de votre travail sur les activités qui influencent réellement votre progression professionnelle et financière. Sur le long terme, les personnes qui travaillent sur les bonnes tâches au bon moment progressent différemment de celles qui traitent toutes les tâches de façon indifférenciée. La protection de ces créneaux demande de savoir dire non aux sollicitations qui les envahissent. C'est une compétence professionnelle en soi. Hack 210. Cherchez la douleur coûteuse non résolue dans votre domaine et positionnez-vous pour l'adresser. Identifiez un problème récurrent, coûteux et non encore bien résolu dans votre secteur ou votre domaine d'expertise. Réfléchissez à la façon dont vos compétences et votre expérience pourraient contribuer à le résoudre et explorez comment proposer cette solution à ceux qui en souffrent. Les personnes et les organisations paient volontiers et bien pour des solutions à des problèmes douloureux et coûteux. Elles paient beaucoup moins bien pour des améliorations marginales à des situations acceptables.
Si vous voulez augmenter significativement votre revenu, cherchez les problèmes qui font vraiment mal, pas ceux qui créent une légère insatisfaction. Les conversations avec des professionnels de votre secteur, les forums spécialisés, les demandes récurrentes que vous entendez autour de vous, toutes ces sources vous indiquent où se trouvent les douleurs réelles. Une douleur identifiée et pour laquelle vous avez une solution crédible et une opportunité commerciale directe. Ce positionnement sur les problèmes coûteux justifie des rémunérations supérieures parce que la valeur créée est directement proportionnelle à la douleur évitée. Hack 211. Participez régulièrement aux communautés professionnelles de votre domaine. Engagez-vous activement dans une ou deux communautés professionnelles pertinentes pour votre domaine. Associations sectorielles, groupes en ligne, conférences, événements de networking, forums spécialisés. Contribuez de façon substantielle et régulière plutôt que de vous limiter à observer. La visibilité dans votre domaine professionnel est un actif qui se convertit en opportunité de revenus de façon progressive et souvent imprévue. Quelqu'un qui vous a lu régulièrement dans un forum spécialisé vous contactera pour une mission. Une intervention remarquée lors d'un événement générera des recommandations. Une contribution utile dans un groupe professionnel fera que votre nom vienne à l'esprit quand quelqu'un cherche un profil comme le vôtre. Ces effets ne sont ni immédiats ni garantis pour chaque interaction. Ils sont statistiquement certains sur la durée pour les personnes qui maintiennent une présence active et de qualité dans leur communauté professionnelle. Choisissez les communautés où se trouvent vos clients potentiels ou vos employeurs potentiels, pas seulement vos pairs. La visibilité parmi ceux qui peuvent acheter vos services est plus directement utile que la visibilité parmi ceux qui offrent les mêmes services que vous. Hack 212. Informez-vous sur les aides, subventions et programmes publics disponibles dans votre domaine. Consacrez 1 heure à rechercher les dispositifs publics de soutien disponibles pour votre situation, aide à la formation professionnelle, subventions pour la création d'activités, programmes de soutien à l'innovation dans votre secteur, aide régionale au développement d'entreprises, financement de certification. Ces ressources existent dans des volumes significatifs et restent largement sous-utilisées par méconnaissance plutôt que par inéligibilité. En France, les dispositifs comme le CPF pour la formation, les aides de Pôle emploi pour la création d'activités, les programmes régionaux de développement économique ou les subventions sectorielles représentent des montants substantiels annuellement distribués à une fraction des personnes éligibles. 1 heure de recherche peut révéler des milliers d'euros de ressources accessibles pour financer une formation, démarrer une activité ou développer un projet, sans remboursement dans le cas des subventions. Commencez par les organismes les plus proches de votre situation, votre chambre de commerce ou chambre des métiers, Pôle emploi si vous êtes en transition, la région et les organismes sectoriels de votre domaine d'activité. Hack 213. Distinguez clairement ce qui génère réellement des revenus de ce qui vous occupe. Analysez honnêtement comment vous distribuez votre temps professionnel entre les activités qui génèrent directement des revenus ou créent les conditions de revenus futurs et les activités qui vous occupent sans vous rapprocher de vos objectifs financiers. Beaucoup de personnes, particulièrement les indépendants, confondent l'occupation avec la productivité financière. Être très occupé peut coexister avec une progression de revenus médiocre si les activités qui mobilisent le plus de temps ne sont pas celles qui créent le plus de valeur économique. Listez vos 5 activités principales de la semaine passée et évaluez honnêtement la contribution de chacune à vos revenus actuels ou futurs. Si les activités qui génèrent ou pourraient générer des revenus représentent moins de la moitié de votre temps actif, vous avez un problème d'allocation, pas un problème de capacité. Cette analyse peut être inconfortable. Elle révèle souvent que les activités les plus confortables, celles qu'on fait facilement et qu'on préfère, sont rarement les plus rentables. La corriger demande de déléguer, d'éliminer ou de réduire les activités à faible valeur pour protéger le temps des activités à fort impact. Hack 214. Révisez vos tarifs ou demandez une réévaluation de votre rémunération chaque trimestre. Inscrivez dans votre agenda une révision trimestrielle de votre positionnement tarifaire ou de votre rémunération. À chaque échéance, évaluez 3 éléments.
comment votre valeur a évolué depuis la dernière révision, comment le marché a évolué dans l'intervalle, et si votre rémunération actuelle reflète encore correctement ces deux réalités. Cette révision régulière est particulièrement importante dans des marchés qui évoluent vite ou dans des périodes inflationnistes. Maintenir une rémunération constante en euros courants pendant 2 ou 3 ans, dans un contexte d'inflation de 3 à 4% annuel, représente une baisse de rémunération réelle significative. Pour les salariés, tous les trimestres ne justifient pas une demande formelle d'augmentation. Mais tous les trimestres méritent une évaluation de si les conditions d'une telle demande sont réunies. Quand elles le sont, vous agissez. Quand elles ne le sont pas encore, vous planifiez ce qui doit se produire avant que ce soit le cas. La régularité de cette révision vous maintient dans une posture active face à votre développement financier plutôt que dans l'attente passive d'une reconnaissance spontanée. Hack 215. Écrivez 3 actions concrètes pour augmenter vos revenus dans les 30 prochains jours. Avant de passer à la partie suivante, notez 3 actions spécifiques, réalistes et délimitées que vous vous engagez à accomplir dans les 30 prochains jours pour augmenter vos revenus actuels ou votre potentiel de revenus futurs. Pour chacune, inscrivez une date d'exécution précise. Ces 3 actions doivent être assez petites pour être certaines d'être accomplies, mais assez significatives pour produire un effet mesurable. Appelez votre responsable pour demander un entretien sur votre rémunération. Publiez votre première annonce de prestation sur une plateforme freelance. Mettre à jour votre profil professionnel en ligne. Contactez 2 personnes de votre réseau pour explorer des opportunités. La spécificité est ce qui distingue cet exercice d'une résolution vague. Une action avec une date et un engagement. Une intention sans date et un souhait. Les 30 prochains jours sont suffisamment proches pour que l'engagement soit réel et suffisamment longs pour que les 3 actions soient faisables sans urgence excessive. Revenez à cette liste dans 30 jours et évaluez ce que vous avez accompli. Ce bilan simple est le pont entre la connaissance accumulée dans cette partie et les changements réels dans votre situation financière. Prenez un instant pour y réfléchir. Vous est-il déjà arrivé de vivre quelque chose de similaire dans votre vie? Si cela vous est familier, écrivez dans les commentaires le mot « familier ». Partie 8. Investissement pour débutants. Hack 216. Soldez d'abord vos dettes coûteuses et constituez votre matelas avant d'investir. Avant de placer le moindre euro en investissement, vérifiez que 2 conditions sont remplies. Vous n'avez plus de dettes à taux d'intérêt élevé en cours et votre matelas de sécurité couvre au moins 3 mois de dépenses essentielles. Si ces 2 conditions ne sont pas satisfaites, concentrez vos ressources disponibles sur elles en priorité. L'ordre de ces étapes n'est pas arbitraire. Il est mathématiquement fondé. Investir en espérant un rendement de 7 à 8% annuel, tout en payant 18% d'intérêt sur un crédit renouvelable est une équation défavorable certaine. Chaque euro remboursé sur une dette à taux élevé rapporte l'équivalent de ce taux en rendement garanti et immédiat, sans risque. De même, investir sans matelas de sécurité vous expose à devoir liquider vos investissements dans de mauvaises conditions si une urgence survient. Les marchés baissent précisément quand les situations économiques se dégradent, c'est-à-dire quand les urgences sont les plus probables. Vendre en période de baisse pour financer une urgence est le scénario le plus destructeur en investissement. Respecter cet ordre de priorité n'est pas de la prudence excessive. C'est la condition qui permet à l'investissement de remplir réellement son rôle sur le long terme. Hack 217. Notez précisément ce qui vous freine face à l'investissement. Prenez une feuille et écrivez honnêtement tout ce que vous craignez ou ce qui vous retient face à l'idée d'investir. Perdre votre argent, ne pas comprendre les mécanismes, prendre une mauvaise décision, être manipulé, ne pas savoir par où commencer. Notez tout, sans filtre. Cette liste est votre point de départ réel, bien plus utile que n'importe quel guide technique sur les instruments financiers. Chaque peur identifiée peut faire l'objet d'une réponse concrète. La peur de perdre appelle une réflexion sur le horizon de temps et la diversification. La peur de ne pas comprendre appelle une formation ciblée sur les bases.
La peur de se faire manipuler appelle des critères de sélection des sources fiables. Les craintes non nommées bloquent indéfiniment. Les craintes nommées deviennent des questions auxquelles on peut répondre progressivement. La différence entre quelqu'un qui investit depuis 10 ans et quelqu'un qui n'a jamais commencé n'est souvent pas une différence de compétences ou de revenus. C'est une différence dans la façon de traiter ces obstacles initiaux. Cette liste de peurs est privée. Elle n'a pas à être partagée. Elle est un outil de clarification pour vous-même, le premier pas vers une relation différente avec l'investissement. Hack 218. Comprenez la différence fondamentale entre épargne et investissement. Clarifiez dans votre esprit la distinction entre ces deux types de mise de côté. L'épargne sur livret ou dépôt protège votre capital avec un rendement faible mais garanti, idéal pour le matelas de sécurité et les projets à moins de 3 ans. L'investissement cherche un rendement supérieur à l'inflation sur le long terme en acceptant une volatilité temporaire de la valeur. Ces deux outils répondent à des besoins différents et ne sont pas interchangeables. Utiliser un livret pour un objectif de 20 ans vous appauvrit progressivement par rapport à l'inflation. Investir en actions de l'argent dont vous aurez besoin dans 6 mois vous expose à une perte de valeur au pire moment. La confusion entre les deux est l'une des erreurs les plus fréquentes en gestion financière personnelle. Elle conduit soit à ne jamais investir par peur de perdre l'argent du matelas, soit à investir de l'argent nécessaire à court terme et à vendre en mauvaises conditions quand le besoin survient. Une fois cette distinction ancrée, chaque euro que vous mettez de côté peut recevoir la bonne destination selon son horizon temporel et sa fonction dans votre plan financier global. Hack 219. Commencez avec une somme que vous acceptez mentalement de perdre entièrement. Pour votre première expérience d'investissement, choisissez un montant que vous pouvez psychologiquement considérer comme perdu si le pire se produisait et qui ne mettrait pas en danger votre situation financière. 50 euros, 100 euros, selon votre situation. Ce montant est votre droit d'entrée dans l'apprentissage. Cette approche n'est pas du pessimisme. C'est une façon de désamorcer l'anxiété liée aux premières expériences d'investissement. Si vous commencez avec une somme dont la perte potentielle vous terrifie, vous prendrez des décisions guidées par la peur plutôt que par la logique. Vous vendrez au premier signe de baisse, précisément quand les investisseurs patients maintiennent leur position. En traitant vos premiers investissements comme un coût de formation, vous vous libérez de la pression émotionnelle qui produit les pires décisions. Vous observez, vous apprenez, vous comprenez comment votre psychologie réagit aux variations de valeur. Ces apprentissages valent bien plus que les quelques dizaines d'euros de rendement espérés sur une si petite somme. Les premiers mois d'investissement sont une école. L'objectif est d'y apprendre, pas d'en sortir riche. Hack 220. Calculez l'effet des intérêts composés sur une petite somme mensuelle sur 10 et 20 ans. Utilisez un calculateur d'intérêt composé disponible gratuitement en ligne et entrez ses paramètres. Une contribution mensuelle modeste, par exemple 100 euros, un rendement annuel moyen hypothétique de 6 à 7% et 2 horizons temporels, 10 ans et 20 ans. Notez les résultats. Sur 10 ans, 100 euros par mois à 7% de rendement annuel moyen produisent environ 17 000 euros. Sur 20 ans, la même contribution mensuelle produit environ 52 000 euros. La somme versée sur 20 ans est 24 000 euros. Les 38 000 euros supplémentaires représentent le rendement composé, l'argent généré par l'argent déjà investi. Ces chiffres illustrent concrètement pourquoi le temps est le facteur le plus important en investissement, bien avant le montant initial ou la sophistication des instruments choisis. Commencer avec 100 euros à 30 ans produit des résultats incomparablement supérieurs à commencer avec 1 000 euros à 40 ans. Ce calcul transforme souvent la question de quand commencer en une réponse évidente. Chaque mois de retard et du rendement composé perdu, une perte qui s'amplifie avec le temps plutôt que de rester constante. Hack 221. Ne cherchez pas le moment parfait pour commencer à investir. Décidez que vous commencerez à investir ce mois-ci ou le mois prochain, indépendamment de l'état des marchés, des nouvelles économiques ou de vos interrogations sur le moment idéal. Le moment parfait n'existe pas et cette attente est l'une des raisons les plus fréquentes pour ne jamais commencer.
La recherche du bon moment pour entrer sur les marchés est une stratégie que les économistes appellent market timing. Des décennies de données montrent que même les investisseurs professionnels n'arrivent pas à la pratiquer de façon rentable et régulière. Les marchés sont imprévisibles à court terme et les personnes qui attendent le bon moment finissent généralement par entrer après une hausse, quand tout le monde est optimiste, c'est-à-dire au mauvais moment. La stratégie qui surperforme systématiquement le market timing sur le long terme est l'investissement régulier à intervalles fixes, quelle que soit la situation du marché. Cette approche, souvent appelée dollar cost averaging, lisse automatiquement les points d'entrée et élimine la paralysie décisionnelle liée à l'incertitude de court terme. Chaque mois d'attente est une période de capitalisation perdue qui ne se rattrapera pas, même avec des contributions plus élevées plus tard. Hack 222. Apprenez les définitions de base en une soirée. Consacrez une soirée à comprendre clairement 4 concepts fondamentaux. Ce qu'est une action et ce qu'elle représente dans une entreprise, ce qu'est une obligation et comment elle fonctionne, ce qu'est un ETF ou fonds indiciel et pourquoi il est particulièrement adapté aux débutants, et ce que signifie la diversification. Ces notions suffisent pour débuter de façon éclairée. L'excès d'informations est l'un des obstacles les plus fréquents à l'entrée en investissement. La quantité de contenu disponible sur le sujet est écrasante et crée une impression que maîtriser ce domaine nécessite des années d'études. Cette impression est fausse pour ce qui concerne l'investissement passif à long terme, qui est la stratégie la plus adaptée à la grande majorité des épargnants non professionnels. 4 définitions comprises profondément valent mieux que 40 notions parcourues superficiellement. Cherchez des sources pédagogiques destinées aux débutants, sans jargon excessif. Les associations de consommateurs et les autorités de régulation financière publient souvent d'excellents guides d'initiation gratuits. Une soirée de lecture ciblée vous donnera un cadre de référence suffisant pour prendre vos premières décisions d'investissement en connaissance de cause. Hack 223. Ouvrez un compte de courtage sans obligation d'acheter immédiatement. Sélectionnez un courtier réputé et réglementé dans votre pays et ouvrez un compte de courtage cette semaine. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit immédiatement. L'ouverture du compte crée simplement l'infrastructure nécessaire pour investir quand vous serez prêt. Cette étape est plus importante psychologiquement qu'il n'y paraît. L'inertie est l'un des principaux obstacles à l'investissement. Avoir un compte ouvert et fonctionnel réduit la distance entre l'intention et l'action lors de votre première décision d'investissement. Sans compte ouvert, chaque décision future de commencer doit aussi intégrer l'effort d'ouverture du compte, ce qui crée une barrière supplémentaire facilement reportable. En France, les enveloppes les plus utilisées pour l'investissement en actions sont le plan d'épargne en actions, qui offre une fiscalité avantageuse après 5 ans, et le compte titre ordinaire. Renseignez-vous sur les caractéristiques de chacun pour choisir celui qui correspond à votre situation et vos objectifs. Choisissez un établissement solide, transparent sur ses frais, avec une interface accessible aux débutants. Les comparateurs indépendants vous aideront à évaluer les options disponibles. Hack 224. Commencez par des fonds indiciels plutôt que par des actions individuelles. Pour vos premiers investissements, choisissez des fonds indiciels ou ETF qui répliquent la performance d'un indice boursier large plutôt que d'acheter des actions d'entreprises individuelles. Cette approche est plus adaptée aux débutants pour des raisons à la fois pratiques et statistiques. Un fonds indiciel qui suit un indice comme le MSCI World investit simultanément dans des centaines ou des milliers d'entreprises de nombreux pays. Cette diversification immédiate réduit le risque lié à la défaillance d'une entreprise spécifique. Si une entreprise de votre fonds traverse une crise, son impact sur votre investissement global est limité par la présence de centaines d'autres. L'achat d'actions individuelles requiert une analyse approfondie de chaque entreprise, de son secteur et de ses perspectives. C'est une activité qui demande du temps, des connaissances et une discipline émotionnelle que les débutants n'ont pas encore développée. Les études académiques montrent de façon répétée que la grande majorité des investisseurs qui choisissent des actions individuelles sous-performent les indices sur le long terme.
Commencer par des fonds indiciels n'est pas une solution de compromis. C'est la stratégie recommandée par de nombreux économistes et investisseurs de référence, y compris Warren Buffett, pour les investisseurs non professionnels. Hack 225. Répartissez votre investissement sur plusieurs types d'actifs et plusieurs zones géographiques. Évitez de concentrer l'ensemble de votre investissement dans un seul type d'actif, une seule entreprise, un seul secteur ou une seule zone géographique. Même avec des montants modestes, une répartition entre actions de différentes zones et obligations réduit votre exposition à un risque spécifique. La diversification est le seul avantage gratuit en investissement, selon une formule souvent citée en finance. Elle réduit le risque global de votre portefeuille sans nécessairement réduire son rendement attendu sur le long terme, simplement en évitant que la défaillance d'une partie de votre investissement ne compromette l'ensemble. Un portefeuille concentré sur un seul pays, un seul secteur ou une seule devise, est exposé à des risques géopolitiques, réglementaires ou économiques spécifiques qui peuvent affecter sévèrement sa valeur. Un portefeuille diversifié sur plusieurs zones géographiques et types d'actifs absorbe ces chocs locaux sans s'effondrer. Pour un débutant avec des montants limités, un seul ETF mondial couvrant les marchés développés offre déjà une diversification géographique et sectorielle substantielle, ce qui en fait souvent le point de départ le plus simple et le plus efficace. Hack 226. N'investissez jamais de l'argent dont vous aurez besoin dans moins de 2 ans. Avant tout investissement, vérifiez que vous n'aurez pas besoin de cet argent dans les 24 mois suivants pour un projet planifié ou une dépense prévisible. L'investissement en actions ne convient qu'à de l'argent que vous pouvez laisser en place pendant au moins 5 à 10 ans. Cette règle protège contre l'un des scénarios les plus coûteux en investissement, être contraint de vendre des actifs dépréciés pour financer un besoin urgent. Les marchés baissent, parfois significativement, et sur des périodes prolongées. Un portefeuille investi en 2007 a mis plusieurs années pour retrouver sa valeur initiale. Quelqu'un qui avait besoin de cet argent en 2009 a vendu à perte sans possibilité d'attendre la récupération. L'horizon temporel de l'investissement détermine le niveau de risque tolérable. Sur 20 ans, les baisses temporaires des marchés sont des opportunités d'achat. Sur 2 ans, elles peuvent être des pertes définitives si vous êtes contraint de liquider. L'argent destiné à des projets à moins de 2 ans doit rester sur des supports liquides et peu risqués. Livret d'épargne, compte à terme, fonds monétaires. L'investissement est réservé à l'horizon long. Hack 227. Configurer un investissement automatique mensuel de montant fixe. Mettez en place un virement automatique mensuel vers votre compte d'investissement, programmé le même jour que votre virement d'épargne, pour un montant fixe que vous avez déterminé. Si votre courtier le permet, configurez aussi l'investissement automatique de ce montant dans vos fonds sélectionnés. L'investissement automatique régulier, souvent appelé investissement programmé, est la stratégie qui a statistiquement produit les meilleurs résultats pour les investisseurs particuliers sur le long terme. Elle élimine les décisions émotionnelles liées aux variations de marché. Vous investissez le même montant chaque mois, que le marché soit en hausse ou en baisse. Cette régularité mécanique a un avantage mathématique. Vous achetez plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont hauts, lissant automatiquement votre prix d'achat moyen. C'est l'effet du dollar cost averaging appliqué à votre épargne mensuelle disponible. L'automatisation protège aussi contre la tentation de ne pas investir les mois où les nouvelles économiques sont mauvaises et où la peur domine. Ce sont précisément ces mois-là, quand tout le monde vend, que les acheteurs réguliers renforcent leur portefeuille aux meilleures conditions. Hack 228. Comprenez et comparez les frais de votre courtier avant de choisir. Avant d'ouvrir un compte de courtage ou d'acquérir un fonds, identifiez tous les frais applicables. Frais de transaction à l'achat et à la vente, frais de gestion annuelle du fonds ou de l'ETF, frais de tenue de compte éventuels, frais de change si vous investissez dans des actifs en devises étrangères. Ces frais semblent petits, s'exprimer en pourcentage. Leur impact sur la durée est considérable. Un fonds avec 2% de frais annuels versus un ETF indiciel avec 0,2% de frais annuels représente une différence de 1,8% par an.
Sur 20 ans sur un portefeuille de 10 000 euros, cette différence de frais représente plusieurs milliers d'euros de patrimoine final en moins. Les frais sont la seule variable de votre investissement que vous contrôlez totalement. Le rendement des marchés est incertain. Les frais sont certains et connus à l'avance. Minimiser les frais est donc l'une des décisions les plus rationnelles et les plus impactantes que vous puissiez prendre en investissement. Les ETF indiciels ont généralement des frais de gestion très faibles, souvent inférieurs à 0,3% annuel, précisément parce qu'ils ne nécessitent pas de gestion active coûteuse. C'est l'une des raisons supplémentaires de les privilégier pour commencer. Hack 229. Résister à l'envie de vérifier votre portefeuille quotidiennement. Décidez d'un rythme de consultation de votre portefeuille compatible avec votre horizon d'investissement. Une fois par mois pour un investisseur long terme suffit largement. Désactivez les notifications de valeur en temps réel si votre application les propose par défaut. La surveillance quotidienne d'un portefeuille d'investissement long terme est contre-productive pour une raison psychologique précise. Les marchés fluctuent naturellement chaque jour, souvent sans raison fondamentale significative. Chaque variation vue en temps réel active des émotions, crainte lors des baisses, enthousiasme lors des hausses, qui poussent vers des décisions réactives incompatibles avec une stratégie long terme. Des études sur le comportement des investisseurs montrent que ceux qui consultent leur portefeuille le plus fréquemment prennent davantage de décisions d'achat et de vente, ce qui augmente les frais et réduit les rendements. Les investisseurs les plus performants sur le long terme sont souvent ceux qui maintiennent leur stratégie sans réagir aux variations quotidiennes. Un portefeuille long terme n'a pas besoin d'être surveillé plus d'une fois par mois, voire une fois par trimestre pour la vérification de l'allocation. Cette fréquence est suffisante pour détecter tout problème réel et très insuffisante pour déclencher des décisions émotionnelles nuisibles. Hack 230. Comprenez que la baisse temporaire n'est pas une perte tant que vous ne vendez pas. Ancrez cette distinction fondamentale dans votre compréhension de l'investissement. Une moins-value latente, c'est-à-dire une baisse de la valeur de votre portefeuille visible sur votre relevé, n'est pas une perte réalisée tant que vous n'avez pas vendu les actifs concernés. Elle peut et disparaît si vous maintenez votre investissement pendant la reprise. Cette distinction est l'une des plus importantes à comprendre parce qu'elle détermine le comportement dans les moments les plus critiques. Quand les marchés baissent de 20 ou 30%, et cela se produit régulièrement dans l'histoire des marchés, l'intuition naturelle est de vendre pour stopper la hémorragie. C'est précisément la décision qui transforme une perte temporaire en perte définitive. Un investisseur qui achète un fonds indiciel à 100 € voit sa valeur descendre à 70 € puis remonter à 140 € 5 ans plus tard, n'a subi aucune perte s'il n'a pas vendu pendant la baisse. Un investisseur qui vend à 70 € a réalisé une perte de 30% qu'il ne récupérera jamais sur ces euros. L'histoire des marchés montre que les baisses, même sévères, ont toujours été suivies de récupérations pour les indices larges diversifiés. Cette réalité historique ne garantit pas le futur, mais elle contextualise l'inconfort des baisses temporaires. Hack 231. Définissez votre horizon d'investissement avant de choisir vos instruments. Avant toute décision d'investissement, définissez clairement pour quelle durée vous investissez cet argent spécifique. 3 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage. Cette réponse détermine directement le niveau de risque adapté à votre situation et les instruments appropriés. Sur un horizon de 3 à 5 ans, les actions peuvent subir une baisse significative sans avoir le temps de se récupérer avant votre besoin de liquidité. Des instruments moins volatiles comme les obligations ou les fonds diversifiés prudents sont plus adaptés. Sur un horizon de 10 ans et plus, les actions et les ETF indiciels sont historiquement les instruments qui ont produit les meilleurs rendements, et les baisses intermédiaires ne sont que des épisodes dans une trajectoire longue. La plupart des erreurs d'investissement viennent d'une inadéquation entre l'horizon de l'investisseur et le niveau de risque des instruments choisis. Quelqu'un qui investit pour 10 ans dans des actions, mais ne peut psychologiquement pas supporter de voir son portefeuille baisser de 30%, vendra au mauvais moment et se retrouvera avec moins que s'il avait choisi des instruments plus stables.
Soyez honnête sur votre tolérance réelle au risque. Elle est souvent différente de ce que vous imaginez avant d'avoir vécu une vraie baisse. Hack 232. N'investissez jamais dans ce que vous ne pouvez pas expliquer simplement. Établissez cette règle personnelle absolue. Si vous ne pouvez pas expliquer en 2 phrases simples comment fonctionne un instrument financier, comment il génère des rendements et quels sont ses risques principaux, vous ne l'achetez pas. Cette règle vous protège d'une des sources les plus fréquentes de pertes en investissement: les produits complexes ou opaques présentés comme des opportunités exceptionnelles. La complexité d'un produit financier sert rarement l'intérêt de l'investisseur. Elle sert généralement celui qui le vend, en masquant les frais réels, les risques cachés ou les conditions défavorables dans un empilement de mécanismes difficiles à évaluer. Les investissements les plus performants sur le long terme pour les particuliers sont les plus simples: des fonds indiciels diversifiés, des obligations d'État, de l'immobilier direct. Leur fonctionnement est transparent, leurs frais sont faibles et leurs risques sont compréhensibles. Si quelqu'un vous présente un produit que vous ne comprenez pas malgré une explication, la bonne réponse n'est pas de lui faire confiance sur parole. C'est de passer à autre chose. La complexité inexpliquée n'est jamais un avantage pour vous. Hack 233. Lisez des livres sur les principes d'investissement plutôt que des conseils sur des actions spécifiques. Plutôt que de consommer des analyses sur des actions individuelles à acheter ou à vendre maintenant, investissez votre temps dans la lecture d'1 ou 2 ouvrages sur les principes fondamentaux de l'investissement. Ces principes sont valables indépendamment des conditions de marché actuelles et s'appliquent sur toute une vie d'investisseur. Les conseils sur des actions spécifiques ont une durée de vie très courte. Au moment où vous les lisez, l'information a souvent déjà été intégrée dans le prix par des acteurs professionnels qui ont accès à l'information plus rapidement et en plus grande quantité que vous. Les agir sur eux avec retard est rarement profitable. Les principes d'investissement, en revanche, sont stables sur des décennies. La diversification, l'investissement régulier, la minimisation des frais, la patience face aux baisses temporaires. Ces principes ont prouvé leur efficacité à travers de nombreux cycles économiques et continuent de s'appliquer aujourd'hui. Des ouvrages comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, The Little Book of Common Sense Investing de John Bogle, ou leurs adaptations modernes pour débutants, vous donneront un cadre de pensée solide qui oriente toutes vos décisions futures. Hack 234. Rééquilibrez votre portefeuille une fois par an pour maintenir vos proportions cibles. Une fois par an, vérifiez si les proportions de votre portefeuille entre différents types d'actifs correspondent encore à votre allocation cible initiale. Si certains actifs ont beaucoup progressé et représentent maintenant une part supérieure à ce que vous souhaitiez, ramenez les proportions à votre cible en vendant une partie des actifs surreprésentés et en achetant les sous-représentés. Ce rééquilibrage annuel remplit 2 fonctions importantes. Il maintient votre niveau de risque dans les limites que vous avez définies initialement, évitant qu'une forte hausse d'un actif spécifique ne crée une concentration excessive. Et il vous force à faire l'inverse de l'instinct naturel: vendre ce qui a monté et acheter ce qui a moins progressé, une discipline contre-intuitive mais statistiquement bénéfique. Le rééquilibrage ne nécessite pas de vendre des actifs en perte. Il s'applique aux proportions de votre portefeuille global et peut souvent être réalisé en orientant vos contributions nouvelles vers les classes d'actifs sous-représentées, sans vente. Une fois par an est suffisant. Un rééquilibrage plus fréquent génère des coûts de transaction et des événements fiscaux qui peuvent réduire le bénéfice net de l'opération. Hack 235. Ignorez les conseils d'investissement des réseaux sociaux et des groupes de messagerie. Appliquez une règle simple et absolue. Aucune décision d'investissement basée sur un conseil reçu sur les réseaux sociaux, dans un groupe de messagerie, sur une chaîne YouTube financière non qualifiée ou de la part d'une connaissance qui partage un tuyau. Ces sources ne sont pas fiables pour les raisons que vous n'entendrez jamais de leur part. Les conseils diffusés dans ces canaux peuvent refléter les intérêts financiers de ceux qui les partagent, un phénomène appelé pump and dump dans sa forme la plus organisée. Ils peuvent aussi refléter une conviction sincère mais non fondée ou une expérience récente non représentative. Dans tous les cas,
vous ne disposez d'aucun moyen d'évaluer la qualité de l'information reçue ni les intérêts de celui qui la partage. Les sources d'informations fiables pour l'investissement sont les publications des régulateurs financiers, les ouvrages de référence d'auteurs reconnus, les données historiques objectives et les analyses de sources professionnelles indépendantes et transparentes sur leurs conflits d'intérêts éventuels. La règle de n'investir que dans ce que vous comprenez s'applique aussi aux sources d'information. Ne faites confiance qu'aux sources dont vous comprenez les motivations et dont vous avez pu évaluer la fiabilité historique. HAC 236. Calculez votre rendement réel après inflation et taxes. Lorsque vous évaluez un investissement ou un rendement passé, calculez toujours le rendement net réel en soustrayant l'inflation annuelle et les taxes applicables au rendement brut annoncé. C'est ce chiffre, et non le rendement brut, qui représente votre gain réel de pouvoir d'achat. Un fonds qui affiche 5% de rendement annuel dans une période d'inflation de 3% produit un gain réel de pouvoir d'achat de 2% avant taxe. Si les gains sont taxés à 30%, le rendement net réel tombe à environ 0,5%. Un livret qui affiche 3% de rendement dans une inflation à 3% ne produit aucun gain réel de pouvoir d'achat, seulement une protection contre la dévaluation. Cette réalité arithmétique change radicalement la comparaison entre différentes options d'épargne et d'investissement. Elle explique pourquoi le maintien de l'épargne sur des supports non rémunérés représente un appauvrissement progressif en termes de pouvoir d'achat, même si le montant nominal reste stable. En France, la fiscalité des revenus et plus-values d'investissement est globalement de 30% via le prélèvement forfaitaire unique, sauf pour certaines enveloppes défiscalisées. Intégrez ce paramètre dans tout calcul de rendement. HAC 237. Renseignez-vous sur la fiscalité des investissements dans votre pays avant votre première transaction. Avant d'effectuer votre premier achat d'investissement, comprenez les bases de la fiscalité applicable dans votre pays. Comment les gains en capital sont taxés? Quels sont les seuils et les taux? Quelle enveloppe fiscale offre des avantages? Quelle obligation déclarative vous incombe? Cette connaissance préalable peut significativement influencer vos choix d'enveloppe et d'instruments. En France, le plan d'épargne en actions offre une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans, ce qui le rend très avantageux pour un investissement long terme en actions européennes. L'assurance vie offre ses propres avantages fiscaux après 8 ans. Le compte-titre ordinaire est plus flexible, mais sans avantage fiscal. Choisir la mauvaise enveloppe ou ignorer ses obligations déclaratives peut coûter des sommes significatives en impôts qui auraient pu être légalement minimisés ou en pénalités pour non-déclaration. 1 heure de lecture des guides fiscaux publiés par les autorités fiscales ou les associations de consommateurs vous donnera les bases nécessaires. Pour une situation complexe, une consultation avec un conseiller fiscal indépendant peut s'avérer utile et rentable. HAC 238. Abandonnez toute idée de prévoir les hauts et les bas du marché. Acceptez définitivement que la prévision fiable des mouvements de marché à court terme est impossible, même pour les professionnels les plus expérimentés et les mieux équipés. Les études académiques sur ce sujet sont unanimes depuis des décennies. Cette acceptation est libératrice plutôt que décourageante. Elle élimine toute une catégorie de décisions anxiogènes. Faut-il investir maintenant ou attendre? Le marché va-t-il monter ou baisser ce mois-ci? Ces questions, auxquelles personne ne peut répondre de façon fiable, consomment une énergie mentale considérable et génèrent des décisions souvent coûteuses. En remplaçant le market timing par l'investissement régulier automatique, vous éliminez ces décisions de votre vie financière. Vous investissez le même montant chaque mois, quelle que soit la situation du marché, et vous récoltez sur le long terme le rendement moyen du marché, ce qui est précisément l'objectif d'un investisseur particulier raisonnable. La stratégie passive et régulière n'est pas la stratégie qui maximise théoriquement le rendement dans un scénario parfait. C'est la stratégie qui maximise le rendement dans la réalité imparfaite où personne ne peut prédire l'avenir. HAC 239. Investissez chaque mois sans vous laisser influencer par les nouvelles du moment. Maintenez votre investissement mensuel automatique indépendamment des nouvelles économiques, géopolitiques ou financières du moment. Crise, élections, annonces de banques centrales, tensions internationales.
Ces événements génèrent du bruit médiatique qui n'a pas de relation fiable avec la performance de long terme des marchés. L'historique des marchés montre que les périodes qui semblaient les plus inquiétantes au moment où elles se produisaient ont souvent été rétrospectivement des opportunités d'investissement. Ceux qui ont maintenu ou augmenté leur contribution pendant les baisses de 2009, 2020 ou d'autres périodes difficiles ont généralement récupéré et dépassé leur valeur d'avant la baisse. La régularité mécanique de l'investissement automatique vous protège de votre propre psychologie dans les moments de peur et d'euphorie collective. Elle vous empêche de vendre au plus bas et d'acheter au plus haut, les deux erreurs les plus coûteuses de l'investissement émotionnel. Cette régularité est la discipline la plus simple et la plus efficace disponible en investissement. Elle ne demande pas d'expertise, pas de temps, pas de surveillance continue. Elle demande seulement la décision initiale et la résolution de ne pas l'annuler. Hack 240. Trouvez quelqu'un de votre entourage qui investit depuis plusieurs années et parlez-lui. Identifiez dans votre réseau une personne qui investit régulièrement depuis 5 ans ou plus et demandez-lui une conversation honnête sur son expérience. Comment elle a commencé? Quelle erreur elle a faite? Ce qu'elle ferait différemment? Comment elle gère psychologiquement les baisses? Cette conversation a une valeur que les articles et les livres ne peuvent pas entièrement reproduire. Elle est ancrée dans une expérience réelle avec les émotions qui l'accompagnent, les erreurs humaines et les apprentissages qui n'apparaissent pas dans les guides théoriques. Elle rend l'investissement concret et humain, pratiqué par quelqu'un que vous connaissez dans une vie réelle semblable à la vôtre. Choisissez quelqu'un dont vous respectez le jugement et dont la situation est suffisamment proche de la vôtre pour que son expérience soit transférable. Les personnes dont l'expérience est très différente en termes de revenus, de situation familiale ou d'horizon temporel vous apprendront moins sur votre propre situation. Une heure de conversation honnête avec un investisseur expérimenté de votre entourage peut valoir davantage que 10 heures de lecture généraliste. Hack 241. Lisez un livre classique sur l'investissement en entier. Choisissez un ouvrage de référence sur l'investissement à long terme et lisez-le intégralement. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, The Little Book of Common Sense Investing de John Bogle, ou un équivalent moderne de qualité destiné aux investisseurs non professionnels. Un seul livre lu entièrement vaut davantage que 20 livres feuilletés. La lecture complète d'un ouvrage de référence construit un cadre de pensée cohérent qui oriente toutes vos décisions futures. Ce cadre manque quand l'information est accumulée par fragments provenant de sources disparates. Articles, vidéos, podcasts. Ces fragments peuvent même être contradictoires sans qu'on dispose du contexte pour les évaluer. Un bon livre d'investissement vous apprend non seulement quoi faire, mais pourquoi, ce qui vous rend capable d'adapter les principes à des situations nouvelles plutôt que de chercher des instructions spécifiques pour chaque cas. Cette compréhension en profondeur est ce qui distingue un investisseur autonome d'un suiveur de conseils. Prenez des notes pendant votre lecture. Identifiez les 2 ou 3 principes les plus pertinents pour votre situation actuelle et engagez-vous à les appliquer dans les 30 jours suivants. Hack 242. Si vous envisagez les crypto-monnaies, limitez-vous à 5% de votre portefeuille d'investissement. Si vous souhaitez investir une partie de votre portefeuille en crypto-monnaie, fixez un plafond strict de 5% de votre investissement total et ne le dépassez pas, indépendamment des performances récentes ou des recommandations que vous pourriez recevoir. Les crypto-monnaies sont des actifs à très haute volatilité dont la valeur peut chuter de 70 à 90% en quelques mois. Cette volatilité les rend inadaptés comme composante principale d'un portefeuille orienté vers des objectifs financiers sérieux. En les limitant à 5%, vous participez à leur potentiel de hausse sans exposer votre patrimoine principal à leur risque de baisse. Cette limite de 5% n'est pas arbitraire. Elle est calibrée pour que même une perte totale de la position en crypto-monnaie n'affecte votre portefeuille global que de 5%, une perturbation absorbable. Une concentration plus élevée exposerait votre objectif financier principal à un risque disproportionné. Si votre enthousiasme pour les crypto-monnaies dépasse ce que 5% peut satisfaire,
c'est le signal que vos attentes de rendement sont probablement influencées par les performances passées récentes plutôt que par une évaluation sobre du risque réel. Hack 243. Tenez un registre simple de vos investissements, sommes versées et valeurs actuelles. Maintenez un document mis à jour trimestriellement qui indique pour chaque investissement le montant total que vous y avez versé depuis l'origine, la valeur actuelle du portefeuille et la performance en pourcentage. Ces 3 chiffres suffisent pour évaluer votre situation réelle. Sans ce suivi minimal, il est impossible d'évaluer correctement la performance de votre investissement. La valeur actuelle seule ne dit rien. Un portefeuille valant 15 000 € a une signification très différente selon qu'il représente 12 000 € versés ou 20 000 € versés. Ce registre vous permet aussi de maintenir une perspective saine lors des baisses. Si votre portefeuille vaut 20 000 € après avoir versé 15 000, une baisse qui ramène la valeur à 18 000 € est décourageante, mais ne représente pas une perte par rapport à votre investissement initial. Cette réalité, visible clairement dans votre registre, aide à maintenir le calme. Évitez un suivi trop fréquent qui génère de l'anxiété sans information utile supplémentaire. Une mise à jour trimestrielle suffit largement pour un investisseur long terme. Hack 244. Ne vendez pas en période de baisse. La vente panique est la principale source de perte. Si votre portefeuille baisse significativement, résistez activement à l'envie de tout vendre. La vente panique lors des baisses est statistiquement la décision qui détruit le plus de valeur pour les investisseurs particuliers, transformant des moins-values temporaires en pertes définitives. Les données historiques sont claires. Les investisseurs qui maintiennent leur position pendant les baisses récupèrent leur valeur et la dépassent dans la grande majorité des cas, historiques pour les indices diversifiés. Ceux qui vendent pendant la baisse cristallisent leurs pertes et ratent souvent la récupération qui peut se produire rapidement et sans signal préalable. La difficulté est que cette règle est psychologiquement très difficile à appliquer dans les moments réels de baisse. Quand votre portefeuille a perdu 30% de sa valeur, que les nouvelles sont mauvaises et que tout le monde vend, maintenir sa position demande une conviction solide dans les principes qui l'ont motivé. C'est pourquoi comprendre profondément pourquoi les marchés récupèrent historiquement est plus important que d'avoir des règles mécaniques. La compréhension résiste aux émotions. Les règles sans compréhension s'abandonnent sous la pression. Hack 245. Réinvestissez systématiquement tous les dividendes reçus. Si vos investissements génèrent des dividendes, configurez leur réinvestissement automatique dans votre portefeuille plutôt que de les percevoir en cash. Cette décision active pleinement l'effet des intérêts composés sur votre investissement. Les dividendes réinvestis achètent de nouvelles parts qui génèrent elles-mêmes des dividendes futurs. Ce mécanisme crée une croissance exponentielle plutôt que linéaire de votre portefeuille sur le long terme. Sur 20 ou 30 ans, la différence entre un portefeuille avec dividendes réinvestis et le même portefeuille sans réinvestissement peut représenter une fraction substantielle du patrimoine final. Beaucoup d'investisseurs perçoivent les dividendes en cash et les dépensent, s'ils n'ont pas de projet d'utilisation précis. Ce comportement prive leur portefeuille de la composante la plus puissante de la croissance long terme. Les dividendes perçus et non réinvestis sont de l'argent qui quitte définitivement votre moteur de croissance. La grande majorité des courtiers et des fonds permettent de configurer le réinvestissement automatique des dividendes. Vérifiez cette option dans les paramètres de votre compte et activez-la si ce n'est pas déjà le cas. Hack 246. Rédigez votre stratégie d'investissement personnel en une page et tenez-vous-y pendant 1 an. Écrivez sur une seule page votre stratégie d'investissement, votre objectif précis, l'horizon de temps, les instruments que vous utilisez et pourquoi, le montant mensuel investi et votre règle de conduite en cas de baisse significative. Signez-la et gardez-la accessible. Cette page est votre contrat avec vous-même. Elle documente une décision prise dans la clarté que vous pouvez relire dans les moments de doute ou de pression émotionnelle. Quand les marchés baissent et que vous ressentez l'envie de modifier votre stratégie, vous pouvez relire pourquoi vous l'avez définie ainsi et décider en conscience si les raisons initiales tiennent toujours.
L'engagement à ne pas modifier la stratégie pendant un an est volontairement strict. Il protège contre les ajustements fréquents motivés par les émotions du moment, qui sont presque toujours contre-productifs. Les stratégies d'investissement changent de façon justifiée quand votre situation personnelle change substantiellement, pas quand les marchés bougent. Après un an, évaluez si des ajustements sont nécessaires et si votre stratégie reste alignée avec vos objectifs et votre situation. C'est le seul bon moment pour la modifier. Hack 247. Ne traitez pas la performance passée d'un fonds comme une garantie de performance future. Avant d'investir dans un fonds sur la base de sa performance passée récente, rappelez-vous que cette performance ne prédit pas sa performance future. C'est une réalité réglementairement obligatoire à mentionner dans tous les documents financiers et elle est fondée sur des données empiriques solides. Les fonds qui ont surperformé le marché sur les 5 dernières années ont statistiquement tendance à sous-performer sur les 5 années suivantes. Ce phénomène de retour vers la moyenne est bien documenté. Il signifie que choisir des fonds sur la seule base de leur performance récente mène souvent à entrer au point haut et à subir la normalisation. Un fonds indiciel qui suit un marché large n'a pas de performance variable selon les gestionnaires. Il délivre la performance du marché qu'il réplique, moins ses frais. C'est précisément pourquoi il est plus prévisible et plus fiable pour l'investisseur long terme que les fonds gérés activement dont la performance dépend de décisions humaines difficilement répétables. Évaluer un fonds sur sa stratégie, sa diversification, ses frais et la solidité de son émetteur, pas sur sa performance des 3 dernières années. Hack 248. Posez-vous une fois par an la question de révision de votre stratégie. Inscrivez dans votre agenda une revue annuelle de votre stratégie d'investissement. À cette occasion, posez-vous une seule question centrale. Mes objectifs, ma situation financière ou mon horizon temporel ont-ils changé suffisamment pour justifier une modification de ma stratégie d'investissement? Si la réponse est non, maintenez votre stratégie sans modification. Si la réponse est oui, identifiez précisément ce qui a changé et en quoi cela implique un ajustement. Un changement de situation comme une naissance, une approche de la retraite ou un objectif d'achat immobilier à horizon proche peut légitimement justifier une révision de l'allocation de risque. Cette discipline de révision annuelle unique protège contre 2 comportements également nuisibles. Le surtrading réactif, qui modifie la stratégie trop souvent en réponse aux nouvelles, et l'inertie totale qui maintient une stratégie devenue inadaptée après un changement majeur de situation. La plupart des années, la réponse sera que rien n'a changé suffisamment et que la stratégie reste valide. C'est la bonne réponse. La tenir fermement face aux sollicitations à changer est précisément ce qui distingue les investisseurs patients des traders anxieux. Hack 249. Comprenez la différence entre investissement actif et passif avant de choisir votre approche. Clarifiez dans votre esprit la distinction entre ces 2 approches et leurs implications pratiques. L'investissement passif consiste à répliquer un indice de marché via des ETF ou fonds indiciels avec des frais faibles, sans sélection d'actifs et sans timing. L'investissement actif consiste à sélectionner des actifs spécifiques ou des moments d'entrée et de sortie dans l'espoir de surperformer le marché. Les données académiques accumulées sur plusieurs décennies montrent que la grande majorité des fonds actifs professionnels, gérés par des équipes d'analystes expérimentés avec des ressources considérables, sous-performent leur indice de référence sur le long terme après déduction des frais. Pour un investisseur particulier sans avantage informationnel, les probabilités de surperformance par l'investissement actif sont encore plus défavorables. L'investissement passif ne cherche pas à battre le marché. Il cherche à en obtenir le rendement, ce qui est supérieur à ce qu'obtient la majorité des investisseurs actifs sur le long terme. Pour la grande majorité des personnes, l'investissement passif est régulier et l'approche la plus rationnelle, la moins coûteuse en frais et en temps, et la plus susceptible d'atteindre leurs objectifs financiers. Hack 250. Définissez votre objectif d'investissement à 10 ans et calculez la contribution mensuelle nécessaire. Formulez un objectif d'investissement précis à 10 ans, un montant de patrimoine investi que vous souhaitez atteindre.
Puis, utilisez un calculateur d'intérêt composé pour déterminer quelle contribution mensuelle est nécessaire pour atteindre cet objectif avec un rendement annuel moyen hypothétique raisonnable. Cette démarche transforme un objectif de long terme en une action mensuelle concrète. Vouloir avoir 200 000 € d'investissement dans 10 ans est une aspiration. Savoir que cela nécessite de mettre de côté 900 € par mois à 7% de rendement moyen annuel et un plan. Si le montant mensuel calculé dépasse votre capacité actuelle, vous pouvez ajuster l'objectif, allonger l'horizon ou chercher des façons d'augmenter votre capacité d'investissement progressive. Ces ajustements sont utiles précisément parce que vous avez un chiffre précis à partir duquel raisonner. Notez cet objectif et cette contribution mensuelle dans votre stratégie d'investissement sur une page. Relisez-les lors de votre revue annuelle. Les voir progresser concrètement vers votre objectif est l'une des expériences les plus motivantes que la gestion financière personnelle peut offrir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce livre audio vous a plu, soutenez la vidéo avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties.